Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Je me présente, Pierre Turgeon. Je suis conseiller en communication au CEGO, le Centre d'expertise des grands organismes. Le CEGO a le mandat de faciliter le partage d'informations et la concertation sur les stratégies et les moyens permettant d'améliorer la prestation de services aux citoyens. Et c'est précisément ce que nous souhaitons faire ce midi avec la présentation de ce webinaire. Alors, sans plus tarder, voici celle qui nous fait l'honneur de sa présence parmi nous ce midi. Il s'agit de la vice-présidente et directrice générale de la Direction générale des particuliers à Revenu Québec, Madame Odile Darbouz, qui va vous adresser le petit mot d'ouverture. Madame Darbouz? Merci beaucoup, Pierre, pour cette belle présentation. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à vous aussi de nous consacrer votre heure de dîner et d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire sur les préférences de communication des citoyens avec l'État. Merci tout particulièrement à nos deux panélistes et à tous ceux et à toutes celles, qui permettent ce midi la présentation de ce webinaire virtuel du Centre d'expertise des grands organismes, le CEGO. C'est pour moi, bien sûr, un immense plaisir de vous accueillir au nom de tous mes collègues du comité directeur du CEGO. Vous savez, je suis la marraine du groupe Communication avec la clientèle et c'est ce qui explique ma présence ce midi. Les 6 grandes organisations membres du CEGO sont des institutions québécoises importantes qui ont fait leurs preuves. Elles existent depuis longtemps, elles sont importantes et vous accompagnent tout au long de votre vie. Nous parlons de la CNESST, de Retraite Québec, de Service Québec, de la RAMQ, de la SAC. En parlant de la SAC, j'en profite pour saluer mes collègues qui sont en train de livrer une grande transformation et je les félicite. Et bien sûr, nous parlons de Revenu Québec. Toutes nos organisations sont très fortement orientées vers le service à la clientèle. Le service à la clientèle fait partie intégrante de nos missions et constitue un levier important pour répondre aux besoins diversifiés et évolutifs des citoyens et des citoyennes. Les grands organismes membres du CEGO ont tous été créés pour servir les Québécois. Ensemble, les membres du CEGO emploient plus de 30 000 personnes. Nous avons des milliers de clients, des centaines de milliers de bénéficiaires et des milliers de partenaires. Chaque jour, nous cherchons toujours à nous améliorer, être plus efficace, pertinent, performant, utile aux citoyens. Ce midi, vous entendrez une présentation demandée au CEGO sur les préférences de communication des citoyens pour nous joindre. D'emblée, je dois vous dire que nous soupçonnions que la pandémie avait amené plusieurs changements dans nos échanges avec les clients. Pour en mesurer l'ampleur, nous avons demandé au CEGO un sondage sur cette question. C'est la Maison Somme qui a mené le sondage. La coprésidente de Somme, Mme Julie Fortin, a accepté d'être avec nous ce midi pour nous parler de la méthodologie retenue et surtout nous aider à interpréter les données. D'ailleurs, je la remercie chaleureusement. L'autre conférencière ce midi est Mme Caroline Tivierge. Elle est conseillère en architecture des communications personnalisées à Retraite Québec. Elle est aussi membre du groupe CEGO Communication avec la clientèle. Caroline, merci beaucoup de ta présence avec nous. Tous, dans nos organisations respectives, souhaitons faciliter la vie de nos clientèles pour qu'elles puissent recevoir l'ensemble des services auxquels elles ont droit au moment opportun, de façon simple et sécuritaire. Nous partageons aussi tous les mêmes défis. Vous savez, la pénurie de main-d'œuvre, des budgets limités, des lois qui se complexifient et des services qui se multiplient pour refléter les besoins grandissants de la population. Par ailleurs, les attentes de nos clients sont de plus en plus élevées.
Elles sont notamment influencées par le rehaussement de l'offre de services des entreprises privées qui profitent pleinement des avancées technologiques et ce, sans être exposées aux mêmes obligations et contraintes que les organismes gouvernementaux vivent. Heureusement, nous avons dans nos troupes des personnes créatives et innovantes qui nous permettent de sortir notre épingle du jeu. Sans plus tarder, je vais vous laisser à cette présentation. Je vous souhaite ce midi un bon webinaire et de belles discussions. Merci beaucoup. Merci infiniment, Odile Darbouz, pour ce mot d'accueil. Je vous explique le déroulement du webinaire. Vous allez voir que c'est assez simple. Nos deux conférencières vont présenter ensemble leur contenu et vont répondre ensuite à vos questions. Vos questions, vous pouvez nous les soumettre dès qu'elles surviennent dans votre tête, par écrit, à la droite de votre écran, par clavardage. À l'endroit qui est prévu à cette fin. Et on va répondre évidemment à toutes les questions, mais à la fin de la présentation. C'est un webinaire qui est enregistré, donc vous pourrez le visionner plus tard, le dire à vos collègues qui nous manquent ce midi ou le revoir si cela vous intéresse. Et la présentation sera aussi disponible dès demain sur le site Internet du SEGO. Alors, voici maintenant Caroline Tivierge. Caroline est de Retraite Québec. Elle a été mandatée par le groupe du SEGO Communication avec la clientèle pour nous faire ce midi une partie de la présentation. Alors, premièrement, Caroline, allons-y avec un peu de contexte et s'il vous plaît, parlez-nous tout d'abord du mandat qui a été reçu par votre groupe. Alors, merci Pierre. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Je vais m'assurer, tout est correct? Parfait. D'accord. Alors, le mandat qui a été donné au comité était de voir comment la pandémie avait modifié les interactions de la clientèle avec l'État. Avant la pandémie, nos organisations avaient déjà entrepris un virage numérique. Chacun allait à sa vitesse. Puis avec la pandémie, on a été obligé d'accélérer ce virage numérique-là et on n'a pas eu le choix également de modifier la façon dont on communique avec notre clientèle. Après plusieurs mois de ce contexte qui était assez particulier, on trouvait pertinent de juste faire un petit pas de côté et d'aller mesurer l'utilisation des modes de communication numérique dans le contexte de la pandémie. Puis également, on voulait aller voir l'intérêt pour adopter le numérique de façon plus durable. Est-ce que les gens qui avaient utilisé des nouveaux modes de communication avaient un intérêt pour continuer à le faire? Pour répondre à tous ces questionnements, nous avons demandé à la firme Somme d'aller interroger les clients et tous les résultats qu'on a eus, après ça, on a pu les analyser et en faire des recommandations que je vais vous présenter à la fin du webinaire. Avant de continuer, je vais laisser la parole à Julie de la firme Somme pour vous expliquer la méthodologie qui a été appliquée pour faire le sondage, puis également les actions et les modes de communication qu'on a utilisés qui vont revenir souvent dans le sondage. Alors, Julie, je te laisse la parole. Merci, Caroline. Alors, évidemment, on ne peut pas présenter des résultats de sondage sans parler un peu de méthodologie. Je sais que c'est le sujet préféré de tout le monde. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc, la population qu'on a ciblée dans cette étude-là, c'est l'ensemble des adultes québécois, donc les gens de 18 ans ou plus qui habitent au Québec. Alors, on a fait un sondage téléphonique parce qu'évidemment, on ne peut pas faire un sondage en ligne quand on s'intéresse aux préférences numériques. Alors, ce serait fortement biaisé les résultats en faveur des modes numériques. Donc, l'important ici, c'était d'obtenir un échantillon le plus représentatif possible de la population québécoise, autant donc sur le plan sociodémographique, mais aussi sur le plan des compétences numériques. Donc, le sondage téléphonique était vraiment l'outil le plus approprié dans ce cas-ci. Alors, on a quand même interrogé un peu plus de 1200 Québécois. Le sondage a été fait en avril, fin avril, mai, juin. Je vous rassure tout de suite parce que même si ça fait quelques mois, les résultats sont toujours d'actualité. Les indicateurs qu'on a mesurés dans ce sondage-là prennent beaucoup de temps à changer puisqu'ils touchent aux habitudes très ancrées chez les citoyens. Alors, les données ont été pondérées pour corriger les écarts de l'échantillon, s'assurer d'une bonne représentativité en fonction de variables sociodémographiques usuelles comme l'âge, le sexe, la scolarité, par exemple. Et enfin, on parle d'une marge d'erreur, donc de 3,4 points de pourcentage au niveau de confiance de 95 %. Alors voilà pour la méthodologie.
Maintenant, parlons peut-être un peu du questionnaire, juste pour que vous compreniez bien ce qui a été mesuré. Parce que, tu sais, on fait nécessairement des choix quand on fait un sondage, puis quand on veut mesurer certaines choses. Donc, puis je ne parle pas ici des questions le plus générales de profil, mais voici, nous avons d'abord ciblé les principales interactions du citoyen avec l'État. Et c'est ce que vous voyez à droite de la diapo que vous avez devant les yeux. Donc, que fait le citoyen lorsqu'il communique avec l'État? Alors, il s'informe, il fait un suivi de son dossier, il veut obtenir de l'aide, il veut transmettre un document, donc, etc. Ce que vous voyez à droite, ce sont les actions qui ont été retenues, les actions ou les interactions qui ont été retenues dans le sondage. Maintenant, pour chacune de ces actions ou de ces interactions, on a demandé aux gens, quand vous faites ceci, comment préférez-vous le faire? Et c'est là qu'interviennent les modes de communication à gauche. Donc, les choix de réponse proposés étaient bien sûr adaptés en fonction des modes disponibles pour chacune des actions. Et, important, lorsqu'une personne disait préférer un mode de communication traditionnel, et par traditionnel ici, j'inclus la poste, le téléphone ou le fait de se présenter en personne dans un point de service. Donc, lorsqu'une personne disait préférer un mode de communication traditionnel, on vérifiait si elle était prête à utiliser un mode de communication numérique ciblé selon l'action. Donc, on a aussi posé plusieurs sous-questions pour expliquer certains comportements, mais je vous épargne les détails ici pour vous donner quelques infos sur l'utilisation d'Internet par les répondants. Donc, d'abord, vous dire qu'on a 78% des gens qui sont très ou assez à l'aise d'utiliser Internet. Donc, c'est ce qu'ils déclarent. C'est donc la grande majorité des Québécois qui peuvent utiliser les services en ligne sans nécessairement avoir de problème. Les gens qui sont peu à l'aise, donc c'est ce que vous avez dans le centre, il y a 11% de gens qui se disent peu à l'aise. Ceux-là, on peut les aider à devenir à l'aise parce qu'ils sont peu à l'aise, mais ils sont quand même capables. Par contre, on a 11% des Québécois qui ne sont pas du tout à l'aise ou qui n'utilisent tout simplement pas Internet. Donc, c'est les deux colonnes, là, les deux dernières colonnes du graphique, si on veut, les 6, là, mais les deux dernières données là, avec l'accolade. Donc, ces gens-là, ce 11%-là, ne se convertiront vraisemblablement jamais au service numérique. Donc, c'est ce qu'on appelle la fracture numérique, mais elle diminue d'année en année au Québec et c'est une excellente nouvelle. Par contre, il ne faut pas oublier que 7 personnes sur 10 qui est écartée des services en ligne, c'est peut-être votre père, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, s'il y a des gens qui sont très jeunes ici. Donc, c'est pas pour rien que je parle des générations précédentes, c'est pas pour faire de l'âgisme, loin de là, mais les faits sont là et ne surprendront, j'imagine, personne, c'est que le taux d'aisance et d'utilisation décroît avec l'âge. Alors, le 11% de gens dont je vous parle se transforme en 28% chez les 65 ans ou plus. Alors, si on ajoute les gens qui sont peu à l'aise, on est rendu à 47%. Donc, on a la moitié des gens de 65 ans ou plus qui sont peu à l'aise, pas du tout à l'aise ou qui n'utilisent pas Internet. La bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi la moitié des 65 ans ou plus qui sont très ou assez à l'aise. Donc, maintenant qu'on a dit ça, est-ce que la pandémie a bousculé les habitudes? Alors, on le sait tous, la pandémie a été une grande catastrophe. Elle a aussi, par contre, constitué une opportunité à certains égards. Puis je dirais qu'elle a donné un bon coup de pouce, en fait, aux services en ligne. Pourquoi? Parce que les gens ont été amenés, bien malgré eux parfois, à utiliser les technologies pour obtenir des services. Alors, en tout, on a 42% des Québécois qui nous ont dit que la pandémie les avait personnellement eux-mêmes amenés soit à utiliser de nouveaux modes de communication avec l'État ou à les utiliser davantage, ces nouveaux modes de communication numériques, pour transiger avec le gouvernement. Donc, on parle ici d'un changement qui touche énormément de personnes. Vous savez, on est 8,6 millions au Québec, environ 7 millions d'adultes. On a 42% de ces adultes-là qui nous disent « Oui, j'ai été obligé j'ai été amené à utiliser davantage les modes de communication numérique. » Et de ces 42%-là, on en a 92% qui nous disent qu'ils vont probablement maintenir ces nouvelles habitudes. On parle donc non seulement d'un changement important, mais aussi d'un changement durable. Alors, si on embarque dans le bateau et qu'on alimente ces gens-là rapidement avec des services en ligne qui sont faciles, on profite
de ce que je dirais, de ce que j'appellerais un momentum incroyable pour accélérer la transition vers le tout numérique. Alors, Caroline, je te laisserai la suite. Oui, merci Julie. Donc, dans la prochaine section, nous avons voulu sonder de quelle façon les citoyens voulaient s'informer et interagir avec l'État, donc connaître leurs préférences de com par service. À la question, pour obtenir de l'information générale sur un programme ou un service du gouvernement, par exemple pour connaître des dates de production de déclaration de revenus ou s'informer sur les règles d'un programme, les gens ont répondu préférer s'informer sur le site Internet à 32 par téléphone à 30 et via le courriel à 20 Si on regroupe les modes de communication en ligne, c'est-à-dire site Internet, les courriels, les visioconférences, les réseaux sociaux, mais c'est 63 de notre clientèle qui préfère s'informer en ligne versus 37 qui préfèrent les modes traditionnels. Et le site Internet gouvernemental est le mode préféré des gens de 25 à 64 ans pour obtenir de l'information sur les programmes et les services. Maintenant, pour demander une information concernant le dossier personnel, par exemple pour connaître le montant d'un remboursement ou d'une indemnité, l'espace client sécurisé et le téléphone arrivent ex aequo à 32 dans les préférences de communication de la population, suivi du courriel sécurisé qui est à 19 Encore ici, si on regroupe tous les modes de communication en ligne, à 60 les gens préfèrent demander de l'information en ligne quand ça touche leur dossier personnel. Chez les 18-54 ans, l'espace client sécurisé est le mode préféré pour demander une information. Donc, c'est notre groupe d'âge qui est le plus enclin à aller en ligne pour tout ce qui, même si c'est des données personnelles, ça ne les dérange pas. Et c'est l'inverse pour les 65 ans et plus. Comme le disait Julie, c'est peut-être une clientèle qui est moins apte, moins habituée d'aller utiliser des services en ligne. Donc, pour ce groupe d'âge-là, les 65 ans et plus, le mode traditionnel, comme par exemple le téléphone, va être priorisé. Par contre, il y a une petite surprise. Chez les 25 à 34 ans, demander une information en ligne ou au téléphone est presque à égalité. Donc, une des hypothèses qu'on avait, mais ça n'a pas été validé, là, mais une des hypothèses pourrait être que cette tranche d'âge-là, donc les 25-34 ans, est peut-être moins expérimentée avec les services gouvernementaux que des personnes un petit peu plus âgées. Ils ont peut-être moins à transiger avec le gouvernement pour l'instant. Pour recevoir une information concernant leur dossier personnel. La diapo précédente, on parlait de la préférence de communication pour demander une information sur notre dossier personnel. Là, c'est pour recevoir l'information. Les préférences de com sont encore les mêmes, soit l'espace client sécurisé, le téléphone et le courriel. Les gens qui préfèrent le téléphone pour demander de l'information sur leur dossier, c'est principalement des gens qui sont peu ou pas du tout à l'aise avec Internet, qui sont dans la tranche d'âge des 65 ans et plus et sont les répondants les moins scolarisés. Ceux qui préfèrent utiliser tout ce qui est en ligne, c'est les diplômés du collégial ou universitaire. C'est également des 35 à 54 ans et des gens qui sont plus à l'aise d'utiliser Internet. Pour transmettre un document au gouvernement, la tendance change un petit peu. On voit apparaître le courrier postal à 25 ce sont majoritairement des gens peu ou pas du tout à l'aise d'utiliser Internet à 56 et avec des études secondaires ou moins à 34 De manière générale, c'est quand même 61 des gens qui préfèrent transmettre un document en ligne, surtout la tranche d'âge entre 25 à 54 Mais on ne peut quand même pas ici minimiser le courrier postal. Pour recevoir un document du gouvernement, par exemple un avis de cotisation ou un avis de décision, le courrier postal arrive premier avec 42 71 de ce groupe-là est peu ou pas du tout à l'aise à utiliser Internet. Donc, eux préfèrent avoir leur documentation, recevoir leur documentation par la poste. Pour cette question, les résultats sont presque identiques entre le mode de communication en ligne, qui est à 53 ou le mode traditionnel à 47 Pour obtenir de l'aide pour un service, par exemple pour remplir un formulaire ou effectuer une transaction, à 63 et tout âge confondu, la clientèle nous a dit préférer de loin le téléphone. Donc, les gens, ce qu'on a conclu, c'est que les gens veulent être répondus et entendus par un humain. Ça fait partie des services, je pense, que les organismes vont devoir réfléchir. On peut pousser le numérique, c'est correct, avoir une belle offre numérique, mais on ne peut pas minimiser le fait que les gens
veulent être répondus ou avoir l'information dès qu'ils sont en train de faire leur transaction, bien, ils veulent avoir une réponse tout de suite. Pour eux, pour l'instant, ça semble être le téléphone qui est le numéro 1. Le deuxième choix pour tous les groupes d'âge est le courriel, sauf pour les 18-24 ans, qui, eux, c'est plus un tutoriel sous forme de capsule vidéo qui les intéresse le plus. Donc, en résumé, ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir, là, les changements qui ont amenés par la pandémie ont fortement contribué à imposer les modes de communication davantage numériques. Le terreau est fertile pour la progression du numérique au sein de l'appareil public et de son adoption par les citoyens. Les avancées technologiques des 50 dernières années ont permis la création de nouveaux modes de communication, par exemple les RVI, tous les services transactionnels, l'accès à tous les services en ligne, les courriels. Mais malgré toutes les possibilités qu'on offre aux clients, l'adoption des nouveaux modes ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on a des différentes catégories d'âge, catégories de personnes. On veut leur offrir un éventail de services, mais il faut quand même se dire que pour offrir un nouveau service, ce n'est pas tout le monde qui va être prêt au même moment à vouloir l'utiliser. Ça crée ce que Julie parlait tantôt, la fracture technologique qui est quand même moins présente qu'avant, mais l'âge, les habitudes générationnelles, l'accès à la technologie, le niveau d'aisance au niveau du numérique, c'est tous des facteurs qu'il faut tenir en compte, qu'on n'a pas le choix de garder en tête quand on veut faire développer notre offre de services numériques. On doit donc tous considérer les limitations de nos clients pour leur offrir une prestation de service qui est équitable par rapport à chacun leurs limitations. Après savoir sondé les clients sur leurs préférences de communication, on a voulu connaître leur intérêt pour l'utilisation d'un mode numérique versus un mode traditionnel pour recevoir un rappel, ainsi que leur intérêt pour le clavardage. Je vais laisser Julie vous expliquer la prochaine diapositive sur l'intérêt à utiliser un mode numérique. Merci, Caroline. Donc, lorsque je vous ai parlé du questionnaire au début de la présentation, je vous disais que les gens qui préféraient spontanément un mode de communication traditionnel, on leur demandait, bien, seriez-vous prêt à essayer autre chose? Alors, les principaux résultats de ça, vous les avez à l'écran. Et donc, pour obtenir de l'information sur un programme ou un service, donc quelqu'un qui nous disait, par exemple, ah, ben, moi, je veux avoir un dépliant ou je veux aller avoir ça par téléphone, on leur demandait, bien, OK, seriez-vous prêt à utiliser un site Internet? Donc, on a ici 67 donc de ceux qui nous ont dit préférer le mode traditionnel, 67 qui nous disent certainement ou probablement. Donc, c'est quand même les deux tiers. Pour demander ou recevoir une information concernant leur dossier personnel, on a ici 61 qui nous disent, ben oui, OK, je préfère vraiment le téléphone, mais OK, 61 je serais prête à utiliser probablement le courriel sécurisé ou 66 je serais prêt à utiliser un espace client sécurisé en ligne. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, c'est qu'il y a vraiment un gros potentiel de migration des services traditionnels vers les services en ligne. Alors, bien sûr, il faut tenir compte des préférences des citoyens, mais il faut aussi aller au-delà de ces préférences-là. Tout le monde aime ses vieilles pantoufles, là, mais parfois, il faut aussi en sortir, puis ce n'est pas toujours aussi difficile qu'on pense. Alors, avec une bonne gestion de changement, je dirais que le potentiel de migration, vraiment, il est immense. Donc, à toi, Caroline. Merci beaucoup. Maintenant, à la question, seriez-vous intéressé à recevoir un rappel pour un service du gouvernement? Par exemple, si c'est le temps de renouveler votre carte d'assurance maladie ou votre permis de conduire. Est-ce que vous voudriez avoir un rappel autre qu'un rappel par la poste? À 67 les citoyens interrogés ont dit être très ou assez intéressés à recevoir un rappel et le courriel sécurisé est le moyen privilégié pour recevoir ce rappel-là. Les résultats sur la question portant sur le clavardage parlent d'eux-mêmes. Donc, vous voyez ici, les gens sont partagés quant à l'utilisation d'un service de clavardage. On a 50 de gens qui disent être très ou assez intéressés et peu, pas du tout intéressés, est aussi à 50 Les raisons évoquées pour ne pas utiliser le clavardage, ben, c'était surtout lié à des difficultés personnelles. Par exemple, c'est trop compliqué, c'est pas assez rapide, ça me demande trop de temps.
Donc, il y a une bonne partie de la population qui disait non, on n'est pas prêt à ça. Ou il y en a d'autres, c'était ben, je préfère le contact humain, j'aime mieux parler à quelqu'un, ça va être plus facile pour moi. Est-ce que c'est explicable par le fait que le clavardage est peut-être moins développé au niveau du gouvernement, moins connu, donc les gens ne sont pas habitués? C'est peut-être ça. Mais c'est clairement pour les gens, pour l'instant, c'est pas le clavardage qui vient, qui est la préférence de communication par laquelle les gens veulent communiquer avec le gouvernement. Avant de passer à nos recommandations, on va juste regarder les faits saillants de, en fait, tout ce qu'on a vu durant notre présentation. On a 42 de nos citoyens qui ont utilisé les nouveaux modes pour communiquer avec l'État pendant la pandémie. Puis de ce 42-là, on avait 92 qui ont utilisé les nouveaux modes de communication qui comptent maintenir les nouvelles habitudes. Ça, c'est super pour nous, tout comme le fait que plusieurs utilisateurs des modes traditionnels se disent prêts à migrer vers les modes de communication par Internet, comme l'espace client sécurisé ou le courriel sécurisé encore. Il y a plusieurs citoyens, même chez les 55 ans et plus, qui préfèrent les modes de communication par Internet pour effectuer certaines actions de communication. Par exemple, pour obtenir de l'information sur un service, pour demander ou recevoir de l'information ou pour transmettre un document. Tous les groupes d'âge souhaitent pouvoir obtenir des renseignements personnels par téléphone ainsi que de l'aide pour utiliser nos services en ligne. Le téléphone est le moyen privilégié par la clientèle peu scolarisée ou plus âgée ou plus vulnérable pour obtenir des renseignements sur leur dossier personnel. Les raisons de ne pas utiliser des nouveaux modes de communication comme le clavardage ou la visioconférence, c'est davantage lié aux habitudes des gens ou à des difficultés personnelles. Peut-être certaines personnes n'ont pas Internet, mais c'est surtout les difficultés personnelles pour, par exemple, comprendre le système. Exemple de clavardage. Pour ce qui est de l'utilisation du courriel sécurisé ou d'un espace en ligne sécurisé, les réticences sont plus liées à la sécurité de l'information. Maintenant, nos recommandations face à tout l'éventail de tous les résultats qui sont sortis dans le sondage. Les résultats, évidemment, nous démontrent que le contexte de la crise sanitaire a eu un effet durable sur les habitudes des gens quant à leur façon d'interagir avec l'État. Puis les organismes gouvernementaux, je pense, ont tout intérêt à développer leur offre de services numériques. Ils doivent, entre autres, rendre toute l'information pertinente disponible sur le site Internet pour que les clients puissent la consulter librement, puis facilement, puis au moment où eux autres le désirent. Il faut qu'il aille au-devant des questions du client pour que le client n'ait pas à appeler, à poser des questions à un employé. Faire connaître les services numériques pour que les clients sachent qu'ils existent et les utilisent de façon autonome, en temps opportun et évidemment, comme je l'ai dit tantôt, au moment qui leur convient. Utiliser des moyens audiovisuels pour expliquer comment utiliser les services numériques dans le but de mettre le client en confiance et rassurer les clients sur le niveau sécuritaire de transiger en ligne. On le sait, les enjeux liés à la sécurité de l'information, je l'ai mentionné tantôt, sont les principales préoccupations des potentiels utilisateurs du courriel sécurisé ou d'un espace en ligne sécurisé. Si on veut amener les clients à transiger dans nos environnements numériques, il faut qu'ils se sentent en sécurité, autant pour s'informer, pour faire une transaction, obtenir un suivi. Donc, c'est à nous d'aller rassurer nos clients dans toutes les interactions qu'il y aura à faire en ligne avec nos sites Internet. Offrir de l'accompagnement, je pense que c'est la base pour que le client soit capable d'utiliser nos services, puis qu'il ait le réflexe d'aller le faire sans se poser de questions, sans se demander si à chaque fois ça va être difficile. Donc, offrir de l'accompagnement dans le but de lui donner de l'autonomie. Maintenir le service téléphonique, on l'a vu tout à l'heure, c'était assez important comme réponse des clients pour dire si j'ai besoin d'aide, je vais être capable de parler à quelqu'un. Donc, je veux prendre le téléphone et qu'on me réponde. Promouvoir le courriel sécurisé comme étant un moyen de communication sécuritaire. Offrir une diversité dans les modes de communication, comme par exemple la messagerie numérique sécurisée, les notifications par courriel ou les messages textes, le clavardage, qui peut être une option intéressante à considérer pour aider les clients à terminer une transaction numérique avec succès. Encore là, on l'a vu tantôt que les clients étaient réticents ou en tout cas 50 n'étaient pas certains s'ils voulaient utiliser le clavardage. Il y aura probablement comme Julie l'a mentionné tantôt, de la gestion de changement à faire, de leur démontrer que le clavardage peut être utile dans certaines
à certains moments de leur transaction ou de leur échange avec le gouvernement. Et Julie, hier, me parlait de personnaliser notre offre de services numériques. Je ne sais pas si Julie, si tu veux en parler un peu, juste expliquer aux gens ce que tu me disais sur l'offre, la personnalisation. Oui, bien sûr, Caroline. En fait, peut-être je mettrais un petit mot de plus sur le clavardage avant. Le clavardage, on l'a vu, c'est pas un moyen qui est très populaire. Puis, dans les faits, c'est que le clavardage n'est pas encore passé dans les mœurs de façon générale. C'est pas juste une question de ce n'est pas ouvert, ce n'est pas offert par le gouvernement. Mais à partir du moment où ce sera vraiment intégré puis que les gens vont avoir adopté cette pratique-là dans leurs interactions privées, vous pouvez être sûr qu'ils vont l'exiger aussi du gouvernement. Donc, peut-être juste cette petite nuance-là. En ce qui a trait à la personnalisation, en fait, de la diversité, je pense que c'est une chose d'offrir une panoplie de services puis une diversité de modes de communication avec l'État, puis c'est fondamental. Mais si on peut aller encore plus loin et personnaliser l'offre, c'est encore mieux. Par personnalisation, en fait, je voulais dire de retenir c'est quoi, de se rappeler c'est quoi les préférences du citoyen, puis de leur offrir le service dans le mode de leur choix. Donc, par exemple, si moi, j'ai mentionné que je voulais échanger par courriel ou par téléphone, hein, si on garde des modes traditionnels, parce qu'il y en aura encore pour très certainement une bonne période, bien, c'est de retenir que ce citoyen-là, on doit lui donner cette information-là par téléphone ou par courriel ou que sa notification, il préfère la recevoir par texto plutôt que par courriel. Donc, c'est la personnalisation, c'est de faire en sorte qu'on se souvienne des préférences de chacun. Donc, c'est un petit step plus loin. Bien sûr, c'est souhaitable, mais c'est facile à dire de l'externe. Voilà. Merci, Julie. Donc, le sondage confirme plusieurs de nos intuitions. Ce qu'on savait déjà, c'est que les citoyens ont pris le virage numérique et sont présents en ligne. Ils veulent être en ligne. Il faut les accompagner. Le numérique évolue excessivement vite. Il faut qu'on compose aussi avec des clientèles qui sont différentes, qui sont atypiques. Donc, pour le gouvernement, c'est quand même un beau défi. Mais si on veut interagir avec les citoyens plus efficacement dans l'avenir, je crois qu'on n'a pas le choix de développer davantage notre offre numérique, tout en gardant évidemment peut-être parfois une aide qui est plus traditionnelle pour répondre à une certaine partie de notre clientèle. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir assisté à notre présentation. Je vais laisser la parole à Pierre pour voir s'il y a des questions. Alors, merci beaucoup, Caroline Tivierge de Retraite Québec. Merci beaucoup, Julie Fortin de Somme, pour votre présentation. Je pense que c'était très clair. C'est très généreux de votre part et on comprend bien que l'avenir est en ligne et que la prestation électronique de services est souhaitée de plus en plus chez nos concitoyens. Alors, merci déjà à ceux et celles qui nous ont soumis des questions. Je vous explique comment ça marche. Vous nous faites part de vos questions, puis on a en masse de temps. Par l'onglet clavardage de cette réunion Teams. Donc, vous l'écrivez et ce sont mes collègues. Il s'agit de Mélanie Fradette du SEGO et de 2 membres du groupe SEGO Communication avec la clientèle, Christelle Delage, la coordonnatrice du groupe, et Christine Côté-Dubuc, qui vont venir nous relayer vos questions. Pour les questions, je vous demanderai, dans la mesure du possible, de vous en tenir au sujet du webinaire de ce midi et de ne pas être trop pointu parce que le SEGO, c'est quand même 6 organisations qui ont chacune leur mission, qui ont chacune leur culture, qui ont chacune leur façon de faire et qui ne sont pas nécessairement rendues au même endroit. Alors, dans la mesure où c'est possible, on va y répondre dès aujourd'hui avec un immense plaisir. Et sinon, on s'engage à aller la chercher, la réponse, et à la publier éventuellement sur le site Internet du SEGO. Alors, Christelle Delage, est-ce qu'on peut y aller avec une première question, s'il vous plaît? Oui, Pierre, la première question nous a été posée par rapport à la statistique des 42 des participants qui ont utilisé les services en ligne pendant la pandémie. On nous demande si cette statistique inclut déjà les services en ligne qui étaient déjà présents avant la pandémie. Donc, on nous demande... Excuse-moi. Oui, pardon. J'allais tout de suite. Oui, c'est Mme Fortin. Déjà je pense prête, que c'est dans votre parfait. cours, hein, c'est certain. Oui, c'est parce que j'allais tout de suite corriger, parce que 42 c'est pas les gens qui ont utilisé les services en ligne pendant la pandémie. C'est pas ça la statistique. La statistique, c'est 42 des gens ont été amenés à utiliser un nouveau mode de communication, donc qu'ils n'avaient pas utilisé avant la pandémie, ou
à utiliser davantage un mode de communication numérique. Donc, c'est pas du tout, parce que c'est sûr que les gens qui ont utilisé les services numériques, c'est beaucoup plus élevé que ça. Donc, le 42 puis c'est ce qu'on a mesuré, c'est la proportion de gens qui ont été obligés finalement de faire un changement, pour qui la pandémie a vraiment amené un changement, soit dans l'adoption d'un nouveau mode ou l'utilisation, je dirais, plus étendue des modes numériques. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, mais en fait, on avait déjà une certaine masse critique de gens qui étaient sur Internet, mais il y en a encore plus depuis la pandémie. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Christelle, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, on nous demande si on a des statistiques sur la langue maternelle. On fait référence aux nouveaux arrivants versus les personnes natives du Québec, donc par rapport aux gens qui ont répondu au sondage. Alors, on parle de l'échantillon, donc encore une fois, c'est dans la cour de la dame de chez Somme. Julie Fortin, c'est à vous que s'adresse la question. Oui, bien sûr. En fait, les données ont été ventilées là, parce qu'on a la langue maternelle du répondant. Donc, les données sont ventilées de façon systématique par cette variable-là. Ce que l'on observe, en fait, c'est qu'il n'y a pas tellement de différence en fonction de la langue maternelle en ce qui a trait à l'adoption du numérique. Il y en a là, mais il n'y en a pas tant que ça. Ça va varier plus en fonction du niveau de scolarité, en fait, que la langue maternelle. Là où la langue maternelle, il y a un petit peu plus de distinction, c'est par exemple, l'utilisation de la vidéoconférence, puis on peut faire l'hypothèse que les gens sont peut-être moins à l'aise de s'exprimer de façon orale dans certains cas, s'ils maîtrisent peut-être pas de façon excellente le français. Mais là, ça reste du domaine de l'hypothèse, mais c'est une variable que l'on a. Puis comme je vous dis, ça ne change pas l'adoption du numérique, puis le fait d'être plus ou moins à l'aise avec Internet, ce n'est pas lié en fait à la langue maternelle en tant que telle. Voilà. Une autre question, Christelle? Oui, on a abordé le facteur fraude. Donc, il y a une personne qui nous dit dans le chat, bon, les fraudeurs sont partout. Ça peut être un frein à l'adoption d'un nouveau mode de communication numérique. Donc, on nous demande si ces réticences-là en lien avec l'adoption des nouveaux modes de communication numérique ont été abordées dans le sondage. Ben, encore une fois, je pense que c'est Julie Fortin qui aurait la réponse à cette question-là, parce qu'il y a une réticence des gens par rapport au courriel sécurisé. C'est une préoccupation qui semble revenir de façon constante tout au long du sondage. Oui, en fait, ce qu'on a appelé le grand thème là, de la sécurité de l'information, c'est le premier frein à l'adoption ou en tout cas à hésiter à utiliser le courriel sécurisé ou encore l'espace personnel sécurisé. Donc, c'est vraiment la chose qui revient le plus, c'est que les gens ont peur, les gens ont des craintes. C'est sûr que les gens ce qu'ils entendent, ils entendent là, tout ce qui se passe autour d'eux, les cyberattaques qui se multiplient. Donc, ils ont besoin, si on veut aller vers ce genre de service-là, ils ont besoin d'avoir une certaine garantie. Puis, je dis ça tout en sachant que, à la limite, personne n'est à l'abri d'une attaque mais il faut quand même mettre en place tous les moyens, mais surtout communiquer aux citoyens tous les moyens qui sont mis en place pour assurer la sécurité de l'information. Parce que ça vient bien au-delà, cette préoccupation-là, c'est plus fréquent et c'est plus fréquemment exprimé que, par exemple, les difficultés personnelles pour aller utiliser les services en tant que tels. C'est ça. Donc, l'équipement existe, on sait comment s'en servir, mais on veut juste être certain que d'autres ne pourront pas s'en servir au détriment de l'utilisateur. Merci. Christelle, il y a une autre question? Oui, on aborde la statistique là, que beaucoup de gens connaissent, là, l'effet que 53% des citoyens sont considérés comme des analphabètes fonctionnels. Donc, on nous demande, par rapport à cette statistique-là, si on a étudié l'angle de la complexité des communications écrites qui sont envoyées par le gouvernement. Est-ce qu'on considère que c'est une barrière de migration vers des services numériques? Encore une fois, moi, je vais me tourner du côté du sondeur. Chez Somme, je pense que c'est une variable qu'on n'a pas tenu compte, à moins que je me trompe, là, mais est-ce que c'est exact de le dire?
Non, tout à fait. C'est pas, on n'est pas allé dans ça on n'a pas posé de questions spécifiquement à ça. Par contre, comme je vous disais tantôt, le fait que le niveau de scolarité est corrélé à plusieurs variables du sondage, à plusieurs résultats, tente à montrer quand même qu'il y a des hésitations du côté des gens qui sont moins scolarisés. Le fait d'être moins scolarisé ne veut pas dire qu'on est analphabète, ceci dit, là, fait que je veux pas, je franchis pas ce pas-là. Mais ça peut être quand même, il peut y avoir un certain lien. Mais au-delà de ça, en fait, comme je vous disais au début, il y a toujours des sacrifices quand on fait un sondage, mais cette question-là n'a pas été abordée directement. D'accord. Alors, merci beaucoup, Julie Fortin. Je vous le mentionne, nous avons la chance ce midi d'avoir parmi nous des gens qui sont en autorité dans les organisations membres du SEGO. Donc, on a un peu de temps devant nous. Je vais aller les sonder, ces personnes-là, un petit peu plus tard pendant la période de questions, pour savoir comment est perçu, organisme par organisme, le virage numérique. Où on en est, qu'est-ce qu'on fait du côté des perceptions et où on est rendu dans l'offre de services. Parce que, vous savez, au SEGO, les 6 organisations membres sont toutes indépendantes les unes des autres, chacune a leur mission, et ne sont pas toutes rendues au même endroit, mais régulièrement, ces organismes-là font des sondages auprès de leur clientèle pour savoir quelles sont les attentes de la clientèle et s'y ajuster, évidemment. Alors, on ira rencontrer quelques-uns de ces personnes en autorité un peu plus tard. Mais en attendant, vous avez, Christelle, une autre question. Oui, Pierre, on nous demande si nous avons exploré par quels moyens audiovisuels les citoyens seraient plus enclins à recevoir l'information pour expliquer le fonctionnement des services en ligne. Alors, encore une fois, c'est Julie et Caroline peut-être aussi pour répondre à cette question-là. Peut-être, Caroline, si tu veux y aller, mais en fait, on n'est pas, pour obtenir de l'aide, les données qu'on vous a montrées, c'est le niveau de détail que l'on a, là. Tu sais, je pense que si je comprends bien la question, en fait, c'est, par exemple, c'est d'aller plus loin que ce qu'on a déjà, là, c'est une capsule vidéo, une plateforme de conférence, le clavardage, tout ça pour obtenir de l'aide, mais c'est le niveau de détail le plus loin là, qu'on a pour cette étude-là. Je ne sais pas, Caroline, si je comprends bien la question ou si tu veux ajouter. Ben, je le voyais comme toi, là, qu'on n'a pas plus de détails non plus. Je ne peux pas ajouter autre chose, désolée. C'est bon, c'est correct. Christelle, une autre question? Oui, on fait référence là, à quelque chose que Mme Fortin a abordé d'entrée de jeu. Là. Mme Fortin mentionnait qu'on a fait le sondage par téléphone pour éviter de biaiser les résultats. À l'inverse, on nous demande, en évitant les entrevues via web pour ne pas biaiser les résultats en fonction des services électroniques, est-ce que le contraire n'est pas anticipable pour les répondants via téléphone? Donc, je ne sais pas si vous comprenez bien la question. Là, je suis désolée, je suis allée textuellement, là, mais en gros, Oui, on nous demande. Oui, OK, parfait. Merci. Ça va, je vais répondre tout de suite. En fait, c'est parce que là, il faut bien comprendre, quand on fait un sondage, ce qu'on veut, c'est avoir la meilleure couverture possible pour la population. Donc, ici, c'est sûr que quand on fait un sondage web, par le fait même, on écarte d'emblée des gens qui seraient, par exemple, analphabètes fonctionnels, on en a parlé tantôt, ces gens-là ne font pas des sondages en ligne, ils ne participent pas. Des sondages en ligne ont des difficultés. Donc, c'est sûr que le sondage téléphonique était le moyen privilégié. Maintenant, est-ce que parce qu'on a pris le sondage téléphonique, on a exclu les gens qui sont très bons sur Internet? Non, parce que le sondage téléphonique, évidemment, lui, fait attention et va aller chercher des lignes cellulaires uniquement, des lignes fixes. Donc, avec le sondage téléphonique, on a vraiment l'éventail le plus large possible de la population. Est-ce que c'est parfait? Non. Je veux dire, la personne que vous allez rencontrer qui est sans abri au coin de la rue demain, on ne la couvrira jamais dans aucun sondage. Donc, est-ce que c'est une couverture parfaite? Non. Par contre, c'est une couverture tout à fait acceptable pour les objectifs de l'étude qu'on fait aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Une autre question, Christelle? Oui, on nous demande si l'accès physique à des moyens numériques a été abordé dans le questionnaire du sondage. Si c'est le cas, peut-être par le niveau de revenu notamment. Okay, donc, on fait référence, j'imagine, à la fameuse fracture numérique qui fait en sorte qu'il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, notamment le revenu disponible, ont moins accès à Internet que d'autres. C'est ça, Mme Fortin?
Je pense que oui. En fait, ici, on n'a pas abordé ces questions-là de façon précise. C'est-à-dire que, comme je vous présentais au départ, on a parlé plutôt d'aisance à utiliser Internet et donc d'utiliser ou non Internet. Donc, on n'est pas allé dans le détail d'avez-vous tel ou tel appareil, par exemple. La question sur le revenu, si je ne me trompe pas, on l'a. Là, je n'ai pas les statistiques en tête. Ce serait à vérifier, mais puis je dirais que c'est à prendre avec des pincettes parce que la question sur le revenu, c'est une question où on a toujours énormément de non-réponses parce qu'on a beaucoup de gens qui ne veulent pas mentionner quel est le revenu de leur ménage. C'est le revenu du ménage, en fait, là, plus que le revenu personnel qui est un indicateur pertinent en fonction de cette question-là. Mais bref, j'ai pas, malheureusement, je n'ai pas cette statistique-là devant moi. Ceci dit, je ne me souviens pas, Caroline, si on a posé la question spécifiquement pour ce questionnaire-là. Je ne pense pas. Je regarde justement dans le sondage, mais je ne pense pas. De toute façon, on Non. pourra toujours le vérifier et Oui. fournir la réponse à la question, donc, sur le site Internet du SEGO. C'est là aussi qu'on va déposer, dès que ce sera possible de le faire, habituellement c'est le lendemain, l'enregistrement du webinaire à lequel vous assistez ce midi. Et on va aussi rendre public la présentation PowerPoint sur le site du SEGO. Christelle, une autre question? Oui, on nous demande dans un premier temps si le clavardage auquel on a fait référence là, dans le sondage, on parle d'un clavardage confidentiel et sécurisé. On parle Oui, de clavardage tout court, si je ne me c'est ça. trompe pas, Caroline. On n'a pas spécifié, là. Effectivement, on n'a pas spécifié, mais j'imagine que si on veut absolument que la population nous fasse confiance, ça va être quelque chose qui va être sécurisé, là, quand ça va pouvoir être mis en place, là. Mais dans le sondage, ce n'était pas mentionné. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui, on nous demandait, là, la même personne nous demandait une deuxième question, à savoir comment on fait pour personnaliser les communications de chaque client. Donc, on a fait référence à ça dans le sondage. On veut savoir, est-ce que c'est un choix que la personne fait par rapport à ses communications ou c'est plutôt l'organisation qui décide comment personnaliser les communications? Moi, l'intuition que j'ai, c'est que c'est l'organisation qui le fait, mais on va aller le valider une fois peut-être que nos deux panélistes auront répondu avec les gens qui sont présents pour les organisations. Est-ce que Julie ou Caroline, vous avez des choses à répondre là-dessus? Oui, Ben, c'est sûr que j'ai parlé de personnalisation tantôt à Oui, l'invitation de Caroline. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a directement abordé dans le sondage, c'est plus au niveau des recommandations, là, où est-ce que on a plutôt évoqué cela. En fait, la personnalisation, ça vient initialement d'un choix de la personne. Je veux dire, il faut que la personne se soit manifestée. Ça peut être une préférence implicite ou explicite. Dans certains cas, on le voit, on vous demande comment préférez-vous être rejoint, puis on dit moi c'est par texto, c'est pas par courriel. Bon, OK, l'organisation doit enregistrer cette préférence-là. Sinon, ça peut être aussi une préférence, je dirais, implicite ou tacite. C'est-à-dire que si l'individu utilise ce mode de communication-là pour communiquer avec l'État, on va en déduire que c'est son mode de communication préféré. C'est un peu les deux avenues, mais dans tous les cas, c'est l'organisation, bien sûr, qui doit paramétrer le tout. oui. Mais parlant justement d'organisation, on a la chance ce midi d'avoir avec nous quelques représentants des organisations membres du SEGO. C'est le cas notamment du vice-président au service à la clientèle de Retraite Québec, un monsieur qui s'appelle Daniel Charbonneau. Monsieur Charbonneau, Retraite Québec est souvent à l'avant-garde en matière de services numériques. Vous aussi, je sais que vous consultez très souvent votre clientèle. On est rendu où? Est-ce que vous êtes étonné de ce qu'on apprend ce midi dans le webinaire, les résultats du sondage qui nous disent que les gens sont prêts à faire le virage numérique et ne demandent que de l'aide par téléphone si nécessaire? Est-ce que vous m'entendez, Pierre? Oui, très bien, très bien. Oui. En fait, on vous entendait, mais là, on ne nous entend Oui. plus. Oui. Parfait. OK. Alors, je m'excuse parce que j'avais comme un retour de son. Je suis désolé. C'est possible, c'est possible.
Alors, oui, non, je ne suis pas surpris. Oui et non, non, je ne suis pas surpris du tout de ce que j'entends ce midi. D'ailleurs, effectivement, Retraite Québec, je vous dirais qu'on fait beaucoup de choses pour amener les gens justement vers le numérique, mon dossier. Cela étant dit, on n'obligera jamais les gens à aller vers le numérique. Ça, je pense que c'est important de le garder en tête. Il faut rassurer les gens à ce niveau-là. Mais juste pour vous donner une idée, on a fait un sondage, effectivement, sur les gens qui sont allés dans mon dossier qui est le dossier numérique des personnes qui font affaire avec Retraite Québec. Et bon, la plupart, vous le savez, Retraite Québec, c'est oui, les régimes de retraite du secteur public, le régime de rente du Québec et l'allocation famille, qui inclut notamment le soutien aux enfants handicapés. Alors, c'est des clientèles d'âge différentes, des clientèles qui ont des besoins différents, mais on voit que c'est de plus en plus populaire. Oui, il y a eu, je pense, comme ça a été expliqué un peu plus tôt dans le webinaire, le volet pandémie, mais au-delà de ça, si je fais juste donner quelques chiffres, le sondage qu'on a fait s'est déroulé de la fin novembre à la mi-janvier, alors c'est encore tout récent. Et il y a près de 21 000 répondants qui ont répondu. Puis c'était des gens qui allaient la première fois qui ouvraient mon dossier avec pour aller voir leurs documents et tout ça. Et ce que les répondants, d'ailleurs, puis juste pour vous donner en termes de nombre, si on recule à, par exemple, janvier 2021, juste le mois de janvier en 2021, on a eu 125 000 personnes qui sont allées dans mon dossier. Et janvier 2023, qui vient de se terminer, c'est 392 000. Fait qu'on voit que c'est énorme comme progression et la progression est de plus en plus rapide. Et juste pour vous donner une idée, là, j'ai ressorti 2-3 questions peut-être plus pertinentes. Oui. On leur demandait, de façon générale, êtes-vous satisfait de votre visite dans mon dossier? Puis, on avait 95 un petit peu plus que 95 là, des gens qui se disaient soit assez satisfaits ou très satisfaits. Mais c'était 70 qui étaient très satisfaits et satisfaits. Puis, j'ai vu tantôt dans les commentaires ou questions, on parle souvent des groupes d'âge, hein, mais on peut être surpris. Si on regarde, quand on leur demandait, à quel groupe d'âge appartenez-vous dans ceux qui étaient venus dans mon dossier, c'était 84 de gens qui avaient 55 ans à 74 ans. Fait qu'on voit que c'est quand même, c'est qu'on dit des fois, oui, les personnes un peu plus âgées, oui, ils sont à l'aise d'aller sur Internet pour aller sur Facebook, mais pas nécessairement pour transiger avec le gouvernement. Mais non, on le voit et on le voit de plus en plus. Et comme je vous dis, ça augmente très rapidement. Entre le sondage qu'on a fait, des fois, on a fait des sondages d'un an ou deux, aujourd'hui, on est complètement ailleurs. Et on le voit aussi, là, c'est à 70 c'est des gens qui étaient bénéficiaires du régime de rente du Québec ou qui sont allés voir, qui ont des prestations du régime de rente du Québec. Fait que c'est des gens qui, 60 ans et plus, fait qu'on voit que c'est quand même un groupe important. Voilà, merci beaucoup, Daniel Charbonneau. On va aller voir un autre son de cloche maintenant, celui de Revenu Québec. Madame Darboz, la saison des impôts s'en vient. Vous devez le constater, vous aussi, année après année. La transmission, les gens vous transmettent leur déclaration de revenus par Internet. Maintenant, le courrier existe encore, mais c'est de moins en moins utilisé, j'imagine, chez vous. Absolument, Pierre. Effectivement, la belle saison des impôts commence. Alors, vous savez que vous pouvez dès maintenant déclarer faire votre déclaration par Imponet. Hein? Donc, il y a plus de 90 de la population qui produit de façon électronique. Donc, c'est quand même très intéressant comme chiffre. Puis, écoutez, moi, je ne suis pas surprise, mais j'ai trouvé ça très encourageant, même les résultats de ce sondage-là, dans le sens où on voit au-delà des personnes qui y vont maintenant, mais combien auraient un intérêt. Donc, c'est pour ça que je me dis, la voie numérique, pour moi, c'est la voie de l'avenir, c'est sûr. Maintenant, c'est trouver comment amener notre clientèle vers là. Ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est qu'on a parlé du niveau de littératie un peu plus tôt de notre clientèle. Donc, il faut s'adapter à notre clientèle. La clientèle, elle ne va pas nécessairement s'adapter à nous. Donc, il faut comprendre c'est quoi leurs besoins, développer les solutions en fonction de leurs besoins, puis les prendre par la main dans le processus. On a vu, par exemple, nous, on a eu quand même à verser des montants ponctuels cette année à plus de 6 millions de personnes. Donc, c'est un exercice qui était très important. On a introduit de nouveaux moyens de communication électronique, puis on a invité les gens, on a fait des tutoriels pour leur expliquer. Et sincèrement, on a eu des records au niveau de la consultation, puis de l'inscription dans mon dossier. Donc, l'idée, c'est de dire que moi, je pense que la voie numérique, c'est le bon choix. Il faut juste s'assurer de développer les solutions au même rythme de notre population. Nous, par exemple, on fait des laboratoires clients pour comprendre d'abord leurs besoins, puis comprendre où sont leurs freins pour pouvoir développer des solutions qui soient adaptées à leurs besoins.
Et puis pour la suite, c'est vraiment l'accompagnement. Moi, je pense que l'accompagnement numérique doit jouer un grand rôle dans notre positionnement à l'intérieur de nos organisations, compte tenu que je pense que chacune de nos organisations, on est en pleine transformation pour accroître notre potentiel numérique auprès de la clientèle. Voilà. Mais merci beaucoup, Mme Darbouz. On enchaîne peut-être avec une autre question, Christelle Delage. Oui, on nous demande par rapport au courriel sécurisé, je pense qu'on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, là, on nous demande si on a bien expliqué aux répondants que le courriel sécurisé, ce n'est pas, par exemple, Hotmail. Est-ce qu'on a bien fait la distinction? Mme Fortin. Bien, là, je vais vous dire que dans un sondage, là, on explique les choses le mieux possible, mais je vais aussi limiter là, les explications que l'on peut donner. Donc, bien sûr, on a parlé de courriel sécurisé, puis il y avait pour chacun des modes, là, il y avait quelques précisions sur ce qu'on entendait par là, mais est-ce qu'on l'a bien précisé, est-ce qu'ils l'ont bien compris? Ben, on n'est pas dans la tête des gens, puis c'est sûr qu'on n'a pas, c'est pas un document qu'on leur a envoyé, donc c'est clair que je dirais qu'on a fait une définition minimale des modes pour que ce soit compris. Maintenant, c'est très clair que ça pourrait, si on était dans des groupes de discussion, par exemple, on pourrait faire les choses autrement, mais le sondage, c'est un outil qui ne permet pas là, de faire des grandes déclarations ou des grandes définitions là, au téléphone avec les gens. Puis j'en profiterai peut-être pour répondre à une autre question. Là. Bien sûr que les sondages en 2023 ou 2022, dans ce cas-ci, ne se font plus sans qu'il y ait une très grosse part de l'échantillon qui soit des lignes cellulaires. Donc, je pense qu'il y avait une question là-dessus. Là. Bien sûr que quand on fait un échantillon, on considère à la fois les gens qui ont encore des lignes fixes et les gens qui n'ont que des lignes cellulaires. C'est la base. Mais c'est quand même fantastique de constater qu'une invention qui a 100 ans, comme le téléphone, est encore ce vers quoi on se tourne quand on a des problèmes. Me semble-t-il. Il y a une autre question maintenant, Christelle? Oui, on aborde la question de la réticence au numérique. Donc, il y a quelqu'un qui nous témoigne du fait que depuis quelques mois, lors des contacts avec la clientèle, on constate qu'il y a beaucoup de réticence à répondre. Puis ça, c'est indépendamment de l'âge. Donc, la personne nous explique que le client demande à avoir un premier contact par la poste, là, même si la suite des communications va se faire par courriel. Donc, on nous demande si on a constaté cette réticence-là là, avec les gens qu'on a appelés pour faire le sondage. Madame Fortin? Je m'excuse, je n'ai pas bien saisi la question. En fait, c'est qu'on nous demande si les gens qui ont été appelés pour répondre au sondage, là, est-ce qu'ils exprimaient une certaine réticence par rapport peut-être à la fraude, au mode numérique, parce qu'on constate avec la clientèle que les gens demandent vraiment à avoir un premier contact par la poste, comme s'ils n'étaient pas tout à fait certains que la personne qui est au bout du fil est vraiment un représentant du gouvernement, par exemple. Oui, tout à fait. En fait, ça, je dirais que c'est un phénomène généralisé que l'on voit dans tous les sondages, pas que dans celui-là. C'est que les gens ont une plus grande méfiance maintenant quand on les appelle. Et on a mis en place des moyens là, pour contrer ça, c'est-à-dire de bien répondre aux questions, que l'intervieweur ait toute l'information disponible sur le commanditaire du sondage, sur l'objectif, et aussi, on a toujours le nom, le numéro de téléphone, un nom et un numéro de téléphone à donner pour une personne qui veut vérifier la légitimité de l'étude. Donc ça, c'est des pratiques qui sont répandues. Il y a effectivement une plus grande méfiance. Parfois, les gens nous écrivent, écoutez, j'ai été appelé. Des fois, les gens nous écrivent après coup. Écoutez, j'ai été appelé par Somme. J'ai répondu à des questions sur, par exemple, mes placements. Est-ce que c'était-tu vraiment vous autres? C'est ça, on le voit. Mais bon, bien sûr que on met tout en place pour sécuriser les gens, puis les informer le plus possible. Mais oui, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant et qu'on voit maintenant davantage. Puis en même temps, c'est tout à fait normal. Puis c'est sain parce que les gens sont de plus en plus, je dirais, avisés, alertes. Par rapport à toutes les tentatives de fraude qui peut y avoir, là, que ce soit par téléphone ou autrement, là, ceci dit. Bien, merci beaucoup. Entre-temps, moi, je vous le souligne, le temps continue, le temps file et je vous demanderai de nous soumettre dès maintenant vos questions s'il vous en reste encore parce qu'on va bientôt mettre un terme à ce webinaire, mais juste avant, et avant de passer peut-être à vos dernières questions, j'aimerais entendre Mme Darbouz sur la question du téléphone. On en a beaucoup parlé. C'est toujours possible de vous rejoindre par téléphone à Revenu Québec.
Oui, tout à fait. Le téléphone persiste encore. Puis, quand on fait des sondages, c'est quand même étonnant. Les gens, quand on leur demande de quelle façon ils souhaitent communiquer avec nous, il y a quand même une majorité qui disent encore par téléphone. Mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'on constate lorsqu'on leur offre d'autres possibilités et que ça fonctionne, ben ils transigent, ils font le pas pour aller utiliser les autres modes de communication. Donc, le message que je retiens lorsque les gens nous disent qu'ils veulent encore continuer à communiquer avec nous par téléphone, c'est que les autres services sont soit méconnus ou encore pas suffisamment simples et faciles d'utilisation. Donc, il y a quelque chose à travailler pour aller plus dans ce sens-là. Mais je suis tout à fait d'accord aussi avec mon collègue à dire qu'il y a toujours un fond de la clientèle qui a besoin d'avoir ce contact humain-là, puis on veut être là aussi pour les accueillir. Voilà. De tous les organismes membres du SEGO, et il y en a 6, l'organisation qui a peut-être la clientèle la plus vulnérable, entre guillemets, c'est au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale avec Service Québec. Puis on a la chance ce midi d'avoir avec nous la sous-ministre adjointe au secteur des partenariats de Service Québec, Mme Caroline Drouin. Bonjour, Mme Drouin. Bonjour. Chez vous aussi, il y a toujours possibilité de joindre les gens par téléphone, mais parlez-nous un peu de ce que vous constatez de votre côté. Ben, écoutez, d'abord, bravo pour votre beau programme. C'est la première fois que j'assiste à un webinaire, puis je suis très contente de ça, que c'est vraiment intéressant. Moi, un peu comme comme Odile le disait, Madame Darfous, l'aspect téléphonique est important, mais c'est la simplicité. Ce que je retiens, c'est que c'est la simplicité des services offerts, peu importe le mode que les gens retiennent. Et on voit à quel point l'accompagnement, particulièrement au téléphone, prend une grande importance dans ce virage numérique qu'on est en train de faire au niveau du gouvernement du Québec. Puis le sondage qu'on vient de voir le démontre à nouveau. Et nous, on le vit quotidiennement à Service Québec. On est en lien avec le guichet d'accès première ligne pour les médecins. On accompagne pour le service d'authentification gouvernementale, d'ailleurs en collaboration avec les autres partenaires, dont certains sont ici. Donc, cet accompagnement-là, il est important. On parlait de fracture numérique aussi, de clientèle vulnérable. On le voit là, dans les différents sondages. Quelqu'un posait la question tout à l'heure, mais effectivement, le revenu des personnes, l'éducation des personnes et l'âge des personnes influencent parfois leur niveau d'aisance par rapport aux différents prestations électroniques de services. Donc, on a le devoir de les aider, de les accompagner selon le mode de leur choix et de les former aussi. Il y a des programmes qui existent, qui sont disponibles pour les citoyens qui en ont besoin. Donc, tous ensemble, je pense qu'avec les informations qu'on a petit à petit, on va faire cette transition numérique-là, mais il y aura toujours pour les gens qui le souhaitent, d'autres modes de prestations qui devront demeurer pour les accompagner puis les faire grandir dans ce niveau d'aisance par rapport au numérique. Voilà. Bien, merci beaucoup, Mme Drouin. Christelle Delage, est-ce qu'on a reçu d'autres questions ou si on a fait le tour un petit peu de notre webinaire ce midi? On a fait le tour pour le moment, pas d'autres questions, mais si vous en avez d'autres entre-temps, gênez-vous pas. Écoutez, je pense que c'est le signal qu'on va laisser les gens vaquer à leurs occupations respectives. Moi, je vous remercie infiniment de nous avoir consacré aujourd'hui votre heure du dîner. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont rendu possible la présentation du webinaire de ce midi. Évidemment, merci à nos intervenants des organisations, M. Charbonneau à Retraite Québec, Mme Darbouz à Revenu Québec et Mme Drouin au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Un immense merci aux membres du groupe SEGO Communication avec les clientèles et aussi des responsables de la web diffusion à la SAAC, c'est-à-dire Donovan Bilodeau-Plante et Michel Plot. Notre webinaire sera disponible en différé très probablement dès demain sur le site Internet du SEGO. Merci immense à Caroline Thivierge et Julie Fortin, je l'ai oublié, évidemment. Et merci de nous suivre sur LinkedIn, de vous abonner à notre page, la page du SEGO. On a presque 900 personnes maintenant qui nous suivent. Et au nom de tout le monde, au nom du Centre d'expertise des grands organismes, je vous remercie infiniment d'avoir suivi notre webinaire ce midi. Et je vous invite à suivre notre page. On aura un autre webinaire au mois d'avril et on publie régulièrement. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir et bonne fin de journée. Merci.